bonjour à tous, voilà, merci de m'accueillir. Donc, rapidement, je m'appelle Dominique Lecor, ma fonction aujourd'hui, c'est délégué de tutelle. Alors déjà, on rentre en plein dans ce qu'est l'enseignement catholique, c'est-à-dire que de manière, voilà, pour faire vite, on en parlera tout à l'heure, il y a dans l'enseignement catholique ce qu'on appelle deux types de tutelle. Tutelle diocésaine, donc responsabilité de l'évêque qui transmet ses responsabilités au directeur diocésain, et puis il y a des établissements sous tutelle congréganiste, ce sont des supérieurs de congrégation qui en sont les responsables et qui transmettent cette responsabilité à des délégués de tutelle. Voilà, donc moi je suis délégué de tutelle de deux congrégations, les Filles de la Sagesse et les Frères de Saint-Gabriel. Ça représente une trentaine d'établissements dans un grand quart nord-ouest de la France et la Belgique. Mais je ne viens pas jusqu'à Dijon. Et puis avant, j'ai eu une carrière d'enseignant, de formateur, de responsable de formation et de directeur d'ISFEC, c'est-à-dire l'équivalent des ex-UFM, ex-SP. Voilà, j'ai connu cette période-là, et chef d'établissement aussi, en collège, entre autres, et primaire aussi quand j'étais plus jeune. Voilà, et nous sommes une quinzaine dans l'enseignement catholique. Jean-Claude Fourmont-Lenné en a fait partie aussi, avoir été sollicité par le secrétariat général pour animer et faire vivre ce type de temps dans les différentes académies. Moi, je viens d'Angers, même si je suis breton d'origine, comme mon nom même francisé le fait paraître, et j'étais là 15 jours à Lille. Et je suis très heureux d'être à Dijon aujourd'hui pour plein de raisons. D'abord parce qu'il fait beau, ensuite parce qu'on n'a pas de masque, alors vous pouvez le garder, ceux qui ont, il n'y a pas de problème, mais je trouve ça plus sympa à mon niveau et puis voilà au vôtre. Et puis parce que dans les différentes données, notamment les données chiffrées que je vais vous donner, est paru il y a 15 jours les chiffres de l'année de l'enseignement catholique, alors que dans les autres lieux, j'ai travaillé avec les chiffres de l'année dernière. Alors, il n'y a pas 50 000 d'écart, mais tout est neuf et récent. Donc ce que je vous propose, c'est un temps d'exposé, on va dire, dans lequel vous pouvez tout à fait m'arrêter s'il y a une question de compréhension, puis on se dit plutôt les échanges si nécessaire, et sans problème, bien au contraire, peut-être pour la seconde partie, mais n'hésitez pas à arrêter si voilà, il y a un terme, une précision, un fonctionnement qui peut vous étonner. Alors, le titre, voilà, parce que ce sont donc des documents qui n'ont été faits par un service éducatif du secrétariat général, après que moi j'ai adapté aujourd'hui. Le titre est générique. Découvrir, c'est peut-être un petit peu pompeux, parce que vous le connaissez certainement, mais on va dire c'est mieux l'appréhender, mieux le connaître sur des aspects peut-être plus spécifiques de structure, de fonctionnement, utiles à connaître avant justement cette évaluation des établissements que vous allez vivre et que vont vivre nos établissements au nom de leur association à l'État. C'est bon? Alors on y va. Donc ça prendra cette structure-là, quelques chiffres d'abord pour voir un peu la représentation à la fois nationale et locale, enfin régionale. Puis on parlera de l'établissement qui est vraiment le pilier dans l'enseignement catholique tant sur le plan juridique que sur le plan historique. L'établissement en réseau, quelques spécificités du processus d'évaluation pour les établissements privés, et puis après, un temps d'échange. Alors, quelques chiffres, j'ai mis vous voyez bien, oui, c'est bien, des chiffres plutôt nationaux, même si après on va faire un focus sur la région. Donc, l'enseignement catholique associé à l'État par contrat, contrat d'association pour 95% des établissements, scolarise un élève français sur 5. À la rentrée 2021, un peu plus de 2 millions d'élèves, presque 2 100 000, étaient accueillis dans les établissements catholiques d'enseignement. L'implantation des établissements de l'enseignement catholique est très inégale selon les régions, c'est lié à l'histoire. L'implantation, certes, de l'Église, mais aussi des établissements, et puis avec un grand mouvement dans les années 70, 80, 90, à la fois de perte d'établissements, et puis une géographie urbaine française qui a bougé, avec notamment la création d'ensembles dans les banlieues, où l'enseignement catholique n'était pas présent, puisque les immeubles sont sortis de terre, et qu'un enseignement catholique ne se crée pas comme ça. Il y a des procédures, notamment un passage par le hors-contrat obligatoire, ce qui, forcément, atténue la création ex nihilo d'établissements. Alors, j'ai mis juste quelques régions pour avoir un peu une idée. La région où il y a plus d'élèves scolarisés en enseignement privé, c'est l'Académie de Nantes, qui comporte entre autres comme département la Vendée qui est le seul département en France où, alors je crois que chaque année ça bascule un peu, mais il y a à 100 près plus d'élèves dans l'enseignement privé sous contrat que dans l'enseignement public.
Donc ça fait 267 000 et quelques élèves. Et puis j'ai pris des académies à la fois proches et à la fois assez semblables par, j'allais dire, leur démographie globale. Hein. Donc un peu plus de 31 600 dans l'académie de Reims, donc au nord de la vôtre, et puis à l'est de la vôtre, 25 325 dans celle de Besançon, et à la rentrée, 31 928 dans l'académie de Dijon. Toujours les chiffres nationaux, hein, pour avoir une petite idée. 7 274 unités pédagogiques composent les établissements du réseau catholique, soit implantés de façon indépendante, une école, un collège, un lycée, soit faisant partie d'un ensemble scolaire, ce qui est une réalité qu'on le retrouve assez souvent, ce qui représente aussi une spécificité, et que vous allez d'ailleurs vivre, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec M. Velten, notamment au niveau de l'établissement Saint-Joseph. Hein, voilà, donc on pourra en parler aussi, mais une spécificité assez historique, c'est-à-dire un accueil d'élèves du plus petit au plus grand. Après, il y a eu l'extension aussi sur le SUP, donc on va trouver, particulièrement en monde urbain, des structures de ce type, ensemble scolaire, hein, ou qui portent parfois encore le nom d'institution, hein, mais beaucoup plus en monde urbain. Si on détaille, 4 414 écoles, globalement de taille moyenne, puisque la grande majorité d'entre elles ont entre 4 et 12 classes, hein, donc 65%. 16% ont 13 classes et plus, particulièrement aussi en monde urbain ou dans des gros bourgs. Et puis, on a 59 écoles, 1,3% à classe unique. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, hein, dans les zones rurales ou de montagne particulièrement. 1569 collèges et 1114 lycées, souvent groupés dans des ensembles scolaires, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis 177 lycées agricoles, dont les trois quarts quasiment ont moins de 300 élèves, donc des structures plutôt de taille modeste. Voilà pour un petit aperçu national. Alors, de toute façon, ces chiffres, hein, si voilà, vous êtes curieux ou démographe dans l'âme, hein, je vous mettrai tout à l'heure le site de l'enseignement catholique, et chaque année, alors, ils sortent en papier, mais ils sortent aussi en numérique, et il y a quelque chose d'assez pointu. Bien sûr, le nombre d'élèves, le nombre d'établissements, le nombre d'enseignants, leur âge moyen, mais aussi des plans sur notamment les indicateurs économiques, hein, etc. Alors, dans votre académie, il y a 98 établissements, 98 unités pédagogiques, 55 écoles, 25 collèges et 18 lycées. Les lycées, si on est un peu plus précis, 14 sont des lycées polyvalents, c'est-à-dire avec des sections professionnelles, générales ou technologiques, 2 uniquement lycées professionnels et 2 uniquement lycées général et technologiques. Donc on voit que dans votre académie, il y a une grande majorité de lycées polyvalents. Alors l'ont-ils été historiquement ou le sont-ils devenus par le temps? Ça, je ne sais pas, hein, parce qu'il y a des réalités de ce type aussi qui existent. Les élèves, donc 31 928, la grande majorité en école, mais vous voyez, le nombre d'écoles ne correspond pas de manière stricte au nombre d'élèves en proportion. 11 849 écoliers, 10 017 collégiens, 8 764 lycéens, et puis, voilà, ça serait à oublier le nombre de post-bac, je vous laisse faire le calcul, ça doit faire quelques petites centaines. Voilà. Alors en premier degré, la très grande majorité des élèves sont dans des écoles primaires, maternelles, élémentaires. Il existe très peu, alors vu le nombre, peut-être 1 ou 2 écoles seulement élémentaires. Hein. C'est aussi une spécificité dans l'enseignement public qu'on trouve plus, même si, voilà, ça dépend, mais même dans la même commune, une école élémentaire, une école maternelle, c'est assez rare. Ça l'a été, mais c'est beaucoup plus rare dans l'enseignement catholique, où en général, on est sur une même structure, accueillant élèves d'élémentaire et de maternelle, tout à fait à l'image de ce qui se pratique dans votre région. En second degré, eh bien, les élèves en collège, 9 982, voilà, c'est pas trop clair, voilà, et 55 élèves de CECPA, les chiffres ne sont pas très clairs. Et puis en lycée, donc vous voyez, les trois branches, entre guillemets, sont assez proches les unes des autres. C'est le lycée professionnel qui accueille le plus d'élèves, 3148, le lycée technologique de 1918 et le lycée général
de 1698. Et dans les formations post-bac, donc qui arrivent à presque 1300 élèves environ, sont les BTS qui se taillent la part du lion. Sans doute une classe préparatoire aux grandes écoles, 21 élèves, et puis d'autres types de formations, bachelor ou autres, pour 80. Alors, les élèves par département, sachant que dans l'enseignement catholique, première, j'allais dire, approche, mais de proximité, on parle structurellement, bien sûr, de département, puisque c'est administrativement l'entité qui s'impose, et c'est également la structure au niveau départemental du lien directeur diocésain, des SDN, etc. Mais nous évoquons plutôt la notion de diocèse. Et chez vous, une chance, c'est pas une chance, mais c'est plus simple à comprendre, le diocèse correspond au département. Là, après, la structure d'enseignement catholique, c'est autre chose, mais le diocèse correspond au département, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc j'en profite pour le dire tout de suite, parce que j'ai eu parfois des questions là-dessus. Bien sûr, les départements ont été mis en place à la Révolution, après retravaillés par Napoléon, et ils ont peu ou prou été calés sur les diocèses, même si les diocèses avaient parfois des configurations assez particulières. Mais il reste quelques cas de figure. Par exemple, vous avez des départements qui ont 2 diocèses, donc 2 entités enseignement catholique, 2 directeurs diocésains. C'est le cas du Nord, et c'est le cas également de la Seine-Maritime, avec Rouen et Le Havre, et aussi le cas des Bouches-du-Rhône, puisqu'il y a Marseille et Aix. Et à l'inverse, on a des diocèses qui comportent 2 départements. Par exemple, Poitiers, c'est à la fois la Vienne et les Deux-Sèvres. Il n'y a pas d'évêché à Niort. Voilà, petite différence. Vous, bien ça correspond. Côte d'Or, donc c'est là où il y a le plus d'élèves, donc presque la moitié, pas loin de la moitié, 13 769, diocèse de Dijon. Ensuite, la Saône-et-Loire, qui est le diocèse d'Autun. Alors parfois, la préfecture ne correspond pas au chef-lieu de département, 9 438. On trouve Lyon, le diocèse, même l'archidiocèse de Sens, avec 5 563 élèves. Et enfin, la Nièvre, diocèse de Nevers, avec 3 103 élèves. Alors, c'est à la fois ces chiffres liés à l'implantation historique et puis aussi à la démographie. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de décalage important entre... on peut avoir parfois des départements avec peu d'habitants et beaucoup d'enseignements catholiques. C'est le cas de la Lozère, par exemple, parce que c'est lié à un phénomène historique. Ce qui n'est pas le cas ici, on correspond plus à une réalité démographique globale. Et puis, un dernier chiffre locaux, c'est sur les enseignants. Le nombre d'enseignants titulaires, donc avec un contrat, je ne parle pas des suppléants. Donc en premier degré, il y en a 466, on a même calculé leur moyenne d'âge. Alors, c'est des moyennes d'âge très proches de la moyenne nationale, à 0,5 ou 0,6 près, donc un peu plus de 44 ans d'âge moyen, et puis 52 chefs d'établissement, puisque à un établissement correspond un chef d'établissement. Et puis en second degré, beaucoup plus d'enseignants, 1546, avec un âge moyen légèrement plus faible de 43,5, et puis 29 chefs d'établissement. Voilà pour les données chiffrées qui posent un peu le cadre de votre académie en termes d'enseignement catholique. Alors, maintenant, on va laisser les chiffres pour parler plus, je vais dire, structure, structure et un petit peu histoire aussi, et fonctionnement, et surtout les personnes qui sont derrière ces structures ou dans ces structures. Donc avant d'aller plus profondément dans ce qu'est l'établissement, vous allez visiter, évaluer un établissement qui est effectivement la pierre angulaire du système enseignement catholique, mais 2 petites précisions avant. D'abord, la notion de tutelle, c'est un mot que vous avez entendu, et le mot tutelle, comme ça au premier abord, il a parfois la connotation, tout à fait logique, tutelle, curatelle, c'est-à-dire tutelle, prendre en main quelqu'un qui ne peut pas grandir ou évoluer tout seul. La notion de tutelle dans l'enseignement catholique est très ancienne, elle est liée au fonctionnement de l'Église, et c'est plutôt l'idée de tutelle-tuteur, c'est-à-dire tutelle-accompagnement. Et on parle d'ailleurs plus souvent du service de la tutelle. C'est un service qui est rendu aux établissements par différentes structures, personnes, etc. Donc une école catholique reçoit sa mission de l'Église, qui est au principe de sa fondation. L'Église s'est toujours intéressée aux questions d'éducation depuis les premiers temps. Alors ça s'est structuré, bien évidemment,
à travers le temps, mais ce qu'on appelle les petites écoles ou les écoles charitables du XVIe, XVe, XVIe, XVIIe siècle, avec voilà, des noms les plus connus comme Charles d'Émiat ou Saint-Jean-Baptiste de la Salle, eh bien voilà, c'était la volonté de l'Église de rejoindre des enfants qui n'étaient pas scolarisés, hein, pour leur apprendre à lire, et bien sûr pour les catéchiser aussi, hein, à l'époque, ou d'abord même à l'époque. Hein. Donc ça, c'est resté. C'est donc par l'autorité de tutelle, j'ai expliqué tout à l'heure en me présentant, soit diocésaine, soit congréganiste, hein, que l'école, hein, qui lui est donnée une existence ecclésiale. Tout établissement catholique relève donc nécessairement d'une autorité de tutelle diocésaine ou congréganiste. Un établissement ne peut pas être établissement catholique sous contrat s'il n'a pas, hein, s'il ne relève pas d'une tutelle diocésaine ou congréganiste. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle alors deux solutions. Soit les établissements catholiques hors contrat, hein, je suppose qu'il en existe aussi dans votre académie, soit alors des établissements qui choisissent d'être en contrat avec l'État, mais laïques. Ça existe également, hein, pas forcément beaucoup ici, mais j'ai eu l'occasion de faire ce temps de travail dans l'académie de Créteil, et nous étions 3, puisque même si en nombre, l'enseignement catholique est le plus important, il y avait avec moi le représentant de l'enseignement privé juif et le représentant de l'enseignement privé laïque, hein, sous contrat. D'accord? Mais une école catholique, au sens où on l'entend dans la présentation et dans celle que vous allez visiter, eh bien, et reçoit forcément, hein, est forcément sous tutelle, soit diocésaine, soit congréganiste. Deuxième point structurel, le statut de l'enseignement catholique. Donc l'enseignement catholique avait déjà un statut de 1992, mais c'est doté d'un statut en 2013, qui a été promulgué donc en 2013, qui détermine les règles et les principes qui s'appliquent aux écoles, quand je dis école au sens large bien sûr, appartenant à ce réseau. Ces dispositions ne modifient ni ne remplacent bien évidemment celles qui résultent des lois et des règles applicables aux établissements d'enseignement privés sur les plans civil, académique et social. C'est plutôt un éclairage, hein, sur le fonctionnement interne, hein, de l'enseignement catholique, dans ce qu'il a aussi de partenarial. Donc ce document a fait l'objet d'un long temps de travail, hein, sur 2 années, un travail aussi qui a donc permis la participation, même s'il y avait un groupe de travail, mais de beaucoup de personnes. Il y a eu des allers-retours avec les organisations professionnelles, les syndicats, les évêques, les parents d'élèves, etc. Et donc ça aboutit à un document de 385 articles. Au départ, quand il a été créé, il devait être plus simple. Alors je ne sais pas s'il est plus simple, mais il est plus long toujours, mais il clarifie un certain nombre de choses. Alors il n'y a pas d'image, hein, il n'est pas, si vous avez des insomnies, je vous le conseille, hein, si vous le lire à la suite, sinon voilà. Donc ce statut est important puisque c'est là aussi la référence pour le fonctionnement très large de l'enseignement catholique en France depuis 2013. Et là, voilà, là, je vous l'ai mis sous cette forme. Il a donc des chapitres, je ne vais pas m'étendre dessus. Ce qui est intéressant, enfin moi je trouve que c'est intéressant dans ce document, qui n'a pas été forcément un long fleuve tranquille avant sa création, puisque, on le verra tout à l'heure, toutes les parties, c'est un peu la transversalité de l'enseignement catholique qui a ses limites. Tout le monde a mis un petit peu son grain de sel ou de sable dans l'affaire. Hein, donc il a fallu du temps pour aboutir. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'entrée n'est pas une entrée administrative. Ça aurait pu commencer par l'école catholique est administrée par un tel. Non, on est plus sur le sens dans le paragraphe 1, qui est l'école catholique dans une mission d'église, et puis après, notamment, et le 2, une participation différenciée à la mission éducative commune. Donc c'est tout à fait le sens, j'allais dire, eh bien, de ce que vous allez vivre dans les établissements qui ont une mission éducative, hein, commune à celle des établissements d'enseignement public au service des élèves et des familles de ce pays. Je m'arrête juste un petit peu sur l'établissement, puisque l'établissement est, hein, je vous l'ai dit en introduction, dans l'enseignement catholique, vraiment le lieu, la notion, hein, fondamentale. C'est-à-dire sans établissement, j'oserais dire pas d'enseignement catholique. Alors ça a à la fois une existence juridique, historique d'abord, c'est-à-dire que les établissements catholiques, ils ont été créés au fil du temps, hein, mais de manière toujours locale, c'est-à-dire, enfin au moins justement les contrats, jusque dans les années 60, c'est-à-dire c'était en local, soit des familles, un curé de paroisse, des religieuses, un noble local, qui décidait de créer une école catholique, hein, puisque, bien sûr, avant les lois Ferry, eh bien, c'était l'Église qui avait quelque peu le monopole de la scolarité, en particulier en primaire. D'accord? Donc,
historiquement, l'établissement A était complètement indépendant de l'établissement B et C. Et puis après, juridique, puisque la loi Debré institue le fait que c'est chaque établissement qui signe un contrat d'association avec l'État, hein, par l'intermédiaire du préfet, représentant de l'État. Pourquoi? Alors, moi, mon autre, je ne sais pas si c'est une spécialité, mais passion, on a les fantasmes qu'on peut, c'est l'histoire de l'éducation. Hein, et pourquoi? C'est parce que général de Gaulle, donc c'est lui qui est au pouvoir quand la loi hein, Debré est signée le 31 décembre 59. 59, en plus vous le saviez fort bien parce que vous avez beaucoup d'émissions sur ce sujet ces derniers temps, c'est la guerre d'Algérie. Donc de Gaulle, il a un petit peu d'autres choses à faire que la question structurelle de l'éducation. Ceci dit, c'est un gros caillou dans sa chaussure, hein, puisque ça a quand même beaucoup agité la France par des manifs diverses et variées, avec deux camps très opposés depuis les années 45. Donc il veut en finir, hein, et vous voyez, 31 décembre, c'est pas neutre, il passe quand même la loi un jour où, a priori, les députés sont plutôt à ouvrir les huîtres ou préparer la dinde qu'en assemblée. Alors ils viennent quand même, hein. Et puis pourquoi on dit la loi Debré? Parce que la loi Debré, c'était le Premier ministre. Hein. Ce n'était pas le ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation ne soutenait pas cette loi. Il était opposé à cette loi, puisque c'était quelqu'un qui était plutôt d'origine, voilà, qui était pour une école publique et laïque. Donc, Debré a pris le ministère de l'Éducation le temps de signer, de faire passer la loi. D'où son nom. Donc, je vais bien expliquer tout ça. Mais De Gaulle ne souhaitait absolument pas négocier avec les évêques, ou avec un président de parents d'élèves, ou avec un représentant de tous les établissements. Hein, puisque, hein, suivant l'État régalien, c'était lui. Hein, donc l'idée, c'est bien chaque établissement qui pouvait ou non demander le passage au contrat. Donc vous voyez, à la fois historiquement et juridico-historiquement, voilà pourquoi l'établissement est vraiment la pierre d'angle, hein, l'élément essentiel de l'enseignement catholique, et tout ce que je vais vous partager maintenant en découle. Donc cet établissement est ouvert par un chef d'établissement et aussi fermé par celui qui le quitte, c'est-à-dire qu'il est ouvert par une personne physique. On ne peut pas ouvrir un établissement catholique ou se faire succéder quelqu'un si on n'a pas une personne physique qui fait un certain nombre de démarches hein, auprès du rectorat, auprès de l'administration, qui donne son certificat de casier judiciaire, etc. Hein, c'est pas possible autrement. On ne peut pas, si vous voulez, faire vivre un établissement administrativement hein, avec un directeur qui serait nommé sans son consentement, puisqu'il a des actes hein, et des signatures personnelles à faire, à moins d'avoir une calage dans le dos, mais ça ne peut pas être... hein, c'est absolument une personne physique qui ouvre et qui ferme un établissement. Donc cet établissement, pourquoi il est privé? Eh bien parce qu'il s'appuie sur un certain nombre de lois toujours en cours, donc la loi Fallou de 1850, hein, dont on parle souvent, donc qui institue l'enseignement, la possibilité d'un enseignement privé en France. 1886, c'est la loi Goblet qui interdit aux congrégations d'enseigner dans les établissements publics. Et puis 1919, c'est la loi Astier qui autorise les établissements privés, comment dire, on disait à l'époque, commerciaux et... on dirait aujourd'hui technologique hein, voilà, et professionnel. Voilà, c'est ça. Cet établissement se base aussi sur le droit associatif, on en parlera tout à l'heure, et la personne morale qui est le chef d'établissement eh bien, est responsable à la fois de la gestion de l'établissement, mais doit aussi rendre des comptes, entre guillemets, au droit du travail tel qu'il existe en France. Il est catholique parce que ses visées éducatives qui sont la source de son projet éducatif hein, et d'établissement, eh bien, elles sont puisées dans l'Évangile. Hein. Alors après, on peut discuter bien sûr sur le sujet, mais dans sa structuration, on pourrait dire que c'est la liberté, finalement, l'enseignement catholique sous contrat, l'enseignement privé sous contrat catholique, se donne la liberté d'aborder de façon publique dans le privé, hein, ce qui, dans le public, releverait de la sphère privée. Ça va? Je me suis cligne de l'œil. Hein, voilà. C'est-à-dire que ça donne, entre guillemets... Je vais vous donner un exemple très précis. Dans les temps qui ont été proposés ou demandés par le ministère suite au drame vécu en France, par exemple les attentats de 2015 ou la mort du professeur d'histoire géo, là, il y a quelque temps, M. Paty, eh bien, on demande donc à ce qu'il y ait une minute de silence, enfin un temps, hein, une minute de silence ou un temps particulier. Eh bien, dans l'enseignement catholique,
suivant la liberté aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure de la liberté de conscience de chaque personne, il va être possible de proposer aux élèves eh bien, que cette pensée pour M. Paty ou pour les gens de Charlie Hebdo ou pour la policière de Montrouge eh bien, soit exprimée par une prière, par exemple, pour ceux qui le souhaitent. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc voilà la traduction de pouvoir, par ce contrat, mais aussi cette reconnaissance de ce qu'on appelle du caractère propre, pouvoir exprimer dans un lieu, entre guillemets, privé, eh bien, de façon publique, si des jeunes le souhaitent, mais s'ils ne le souhaitent pas, ils le feront. Vous voyez, voilà ce que je voulais vous donner comme exemple pour cela. Associé, donc je crois que ces trois mots sont importants, privé, catholique, associé, puisque comme je vous l'ai dit, on peut remplacer catholique par juif, laïque, protestant, voire même musulman pour un établissement, Averroès à Lille. Associé au service public, par contrat pour l'enseignement, pas pour la vie scolaire au sens strict et le fonctionnement de l'établissement. Donc on pourra en reparler puisque dans l'évaluation, il y a effectivement un volet climat scolaire. Donc on ne se coupe pas en tranches de saucisson, bien évidemment. Donc là, je pense qu'il faudra à la fois de l'intelligence et de la souplesse de la part de tous, à la fois l'établissement qui vous reçoit et de vous, mais je n'en doute pas, pour qu'on puisse effectivement évaluer cet espace-temps, ce lieu aussi important pour les élèves, mais qui, dans l'établissement catholique, sera forcément marqué bien du sceau de son association, mais aussi de sa liberté. Je redonne un exemple. Vous avez dans un certain nombre, dans tous les établissements catholiques, un lieu, alors appelons-le l'aumônerie, maintenant ils ont souvent des noms plus, je ne vais pas le dire passe-partout, mais peut-être moins connotés qu'aumônerie, où les jeunes sont accueillis. Et suivant le charisme, la personnalité de la personne qui tient ce lieu, bien sûr, ce sont des lieux où il est proposé de la réflexion, de la prière, mais c'est aussi un lieu de parole. C'est aussi un lieu de parole, et ce lieu de parole, eh bien, rentre bien dans la construction, la constitution du climat scolaire de l'établissement, puisque ça peut être un lieu de parole sur les soucis du jeune, ses questions avec ses parents, avec ses camarades, etc. Donc il est associé au service public par contrat pour l'enseignement, dont je l'ai dit. Il a donc des droits et des devoirs. Les enseignants sont des agents publics de l'État et pas des fonctionnaires. Pas tout à fait la même chose. Il a un caractère propre, dont on parlera tout à l'heure, reconnu. On préfère aujourd'hui parler plutôt de propositions éducatives spécifiques. Caractère propre, c'est pas toujours simple à comprendre. Et s'il y a un caractère propre, ça voudrait donc dire qu'il y a un caractère sale. Et ce n'est pas le cas. Donc on parle plutôt, même si ce terme est resté juridiquement, de propositions éducatives spécifiques à chaque établissement, etc. Et liberté de conscience, inscrite dans la Constitution, on le verra tout à l'heure, dans aussi le Code de l'éducation, de toutes les personnes qui vivent dans l'enseignement catholique, qu'ils soient enseignants, personnels, élèves. Et ça, c'est très important de le souligner. Et puis une spécificité par rapport à l'enseignement public, il n'y a qu'une association de parents d'élèves reconnue, l'APEL, l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre, qui s'est créée entre les deux guerres mondiales et qui est la seule association reconnue par les instances de l'enseignement catholique. Ce qui ne veut pas dire que dans nos établissements, il n'y a pas d'autres structures qui vont s'appeler par exemple comité de parents, etc., des structures locales, mais qui n'adhèrent pas à l'APEL et donc qui ne peuvent pas avoir de reconnaissance départementale, locale ou autre. Alors pour la petite histoire, il y a eu une tentative dans les années 80-84, donc ça vous rappelle peut-être pour les plus anciens comme moi des souvenirs, donc le projet de François Mitterrand d'un service public unifié et laïque, donc qui a causé ce que l'on connaît à l'époque comme remous, et il y avait des parents d'élèves de l'enseignement catholique, comme d'ailleurs des enseignants de l'enseignement catholique, qui souhaitaient cette évolution, donc qui ont créé une association qui s'appelait l'APEC, Association pour l'évolution de l'école catholique, mais qui ont été un peu étouffés dans l'œuf, on va dire. Mais il y a eu une tentative dans les années 80, au moins dans l'ouest de la France. Alors je vais laisser la parole, ce qui va me permettre de souffler un peu, et puis pour vous d'avoir un autre son à vos oreilles, à deux chefs d'établissement qui ont été filmés pour l'occasion. Donc je vais les laisser se présenter, qui vont un peu compléter ou sublimer plutôt ce que je vous ai dit, et ce que je continuerai à vous dire après, sur à la fois la posture du chef d'établissement et comment ils vivent l'établissement dans l'enseignement catholique.
Alors dans l'enseignement catholique et dans l'enseignement privé, c'est vrai que si on ne comprend pas la place très singulière du chef d'établissement, on aura du mal à visiter correctement un établissement ou à prodiguer des conseils. Parce que le chef d'établissement est le premier responsable de son établissement et de la communauté éducative. En ce sens, il intervient à chaque étape de la vie de l'élève. À l'inscription, quand il rencontre les parents, au cours de la scolarité, jusqu'à l'examen, et parfois même au-delà, via l'association des anciens élèves, ou même parfois, malheureusement, il interrompt la scolarité d'un élève précipitamment via le conseil de discipline. Un chef d'établissement, il intervient aussi dans la vie des salariés de droit privé qui dépendent de l'association de gestion en tant que représentant de l'employeur. Il intervient lors de l'embauche, lors des entretiens annuels d'activité, dans le cadre de la politique de formation et du suivi de la carrière des salariés. Donc c'est une place tout à fait singulière. Il s'occupe aussi de tout ce qui ne se voit pas dans un établissement, c'est-à-dire la logistique. Il propose, exécute, ordonnance le budget, rend les sorties pédagogiques possibles. Il a cette charge particulière de la vie scolaire qui, dans l'enseignement privé, dépend du chef d'établissement. Donc tout ce qui est surveillance de cours, organisation de sorties pour les élèves. Donc il a vraiment cette fonction de premier responsable et de responsable de ce tout qu'est l'établissement. Eh bien, vis-à-vis des enseignants, le chef d'établissement intervient à chaque étape aussi de la vie de l'enseignant, c'est-à-dire de son entrée jusqu'à la sortie de l'établissement. Il émet un avis sur les candidatures. Les enseignants sont placés sous son autorité par délégation du recteur, bien que le chef d'établissement ne soit pas l'employeur, mais il participe à la politique de formation des enseignants, il construit les équipes, il élabore les emplois du temps. Il reçoit fréquemment aussi les inspecteurs dans le cadre de l'évolution de sa carrière. Chaque établissement privé d'enseignement qui a un caractère catholique est une structure complexe. C'est-à-dire que la référence scolaire, c'est le rectorat, le recteur. Le chef d'établissement et l'établissement rend compte également à sa tutelle. On contractualise avec la préfecture dans le cadre du contrat d'association avec l'État et la structure juridique employeur de l'établissement, l'entité légale, c'est une structure associative type association de gestion. Donc c'est un environnement complexe au départ. Malgré tout, tous les établissements qui ont un caractère propre catholique participent au même projet éducatif global lié à l'Évangile, qui pourrait se résumer à enseigner, éduquer, évangéliser dans le même acte. Enfin, d'autres que moi en parleraient beaucoup mieux, mais à travers ce projet éducatif global, bien que chaque établissement soit différent, eh bien, chaque projet d'établissement est une déclinaison de ce projet éducatif global en fonction des caractéristiques du public qu'il accueille, en fonction de son histoire, de ses spécificités éducatives. Donc voilà pourquoi on travaille en réseau. C'est qu'au départ, on a tous un projet éducatif commun et puis on travaille aussi en réseau pour participer à notre mission de service d'éducation à la nation et donc on travaille en complémentarité et non pas en opposition avec nos collègues de l'enseignement privé et de l'enseignement public, notamment dans le cadre de la carte des formations ou des politiques éducatives. Alors la notion d'ensemble scolaire dans l'enseignement catholique est tout à fait intéressante car on ne raisonne pas avec une succession d'établissements au même endroit, mais plutôt comme un tout cohérent qui comprend plusieurs unités pédagogiques. Par exemple, l'ensemble scolaire que je dirige comprend 2 écoles, un collège, un lycée avec des sections professionnelles, un pôle enseignement supérieur et ça va même jusqu'au Bac+3. Donc de la maternelle jusqu'au Bac+3, on peut avoir des parcours d'élèves avec un même projet d'établissement global décliné en fonction de l'âge des enfants, de leur désir de parcours d'orientation variés, avec les mêmes parents d'élèves. On a la même association propriétaire, la même association gestionnaire. Et moi, par exemple, je suis chef d'établissement de plusieurs unités pédagogiques. Mais tout ça ne se voit pas puisqu'on fonctionne comme un tout cohérent avec un même projet pour chaque élève, quel que soit son âge, mais décliné de façon différente.
Depuis la loi Debré, nous contribuons à la mission du service public d'éducation des jeunes, dans le cadre d'une relation contractuelle avec l'État. Mais nous offrons une proposition éducative qui est spécifique. On retrouve cette proposition éducative spécifique dans le projet éducatif de nos établissements et nous la mettons en œuvre de manière très autonome. L'État reste le garant d'un cadre commun, comme par exemple les programmes. Nous partageons évidemment des objectifs qui sont communs. Mais dans ce cadre contractuel, notre établissement privé, associé à l'État, déploie donc son projet avec une grande marge d'autonomie. Alors je dirais des enfants sont des enfants, des familles sont des familles. Dans l'enseignement catholique, ce sont les familles qui choisissent donc d'inscrire leurs enfants dans nos établissements. À Saint-Joseph, par exemple, les familles choisissent spécifiquement l'établissement Saint-Joseph Don Bosco pour que leurs enfants puissent profiter de l'enseignement qui est promulgué. Nous avons quelques spécificités dans l'enseignement catholique pour répondre aux besoins des enfants, qui est par exemple des enseignantes qui peuvent prendre en charge des groupes d'enfants ou accompagner des groupes d'enfants dans des matières spécifiques, dans des domaines spécifiques pour aider les enfants qui en auraient besoin. Tout est pensé et organisé à partir de l'établissement. Donc sous la responsabilité du chef d'établissement, qu'il soit du premier ou du second degré, puisque dans l'enseignement catholique, le chef d'établissement dirige un établissement du premier ou du second degré. Le chef d'établissement est responsable éducatif et pédagogique de son établissement. Il a une mission d'animation, il orchestre la communauté éducative. Il est le pilote de l'établissement. Dans l'enseignement catholique, il n'y a qu'un statut de chef d'établissement, c'est-à-dire que nous dirigions un établissement du premier degré ou du second degré, nous avons le même statut, un statut unique de chef d'établissement, avec les mêmes responsabilités, un statut donc d'encadrement, et nous sommes responsables de notre communauté éducative, quel que soit le degré donc de nos établissements. Alors, qu'est-ce qu'une communauté éducative dans nos écoles catholiques? Donc, la communauté éducative, elle est composée des élèves, elle est composée des parents, elle est composée des enseignants, bien sûr, et de tous les personnels de droit privé qui, chez nous, dépendent donc des organismes de gestion donc, que nous appelons les OGEC. Nous avons également donc, ce que nous appelons la charte de confiance, qui est une charte qui est élaborée par l'établissement, qui est remise au moment de l'inscription aux familles, qui est redonnée chaque année à toutes les familles et qui est signée par les familles, par l'enseignante de la classe et par le chef d'établissement. Elle nous engage mutuellement, donc nous, établissements, à communiquer aux familles, à donner les informations nécessaires aux familles. Elle engage également donc, les familles à respecter notre projet éducatif, celui pour lequel ils ont choisi l'établissement. Dans l'enseignement catholique, nous avons des marges de liberté qui nous permettent de mettre en place des initiatives pédagogiques. Ça nous permet d'accueillir les demandes des enseignants. Ça nous permet aussi donc d'accompagner donc nos enseignants sur des projets qui sont parfois des projets novateurs. Nos écoles sont également des lieux de vie dans lesquels les enfants peuvent être accueillis. Par exemple, à Saint-Joseph, le mercredi, nous avons ouvert un centre de loisirs. Des associations viennent dispenser leur activité directement à l'école et les enfants, le mercredi, retrouvent donc leur école, leur classe, leurs éducateurs, leurs camarades. Et pour les parents, c'est aussi donc le gage que l'école soit ouverte tous les jours de la semaine sur les mêmes horaires. Une des particularités de l'enseignement catholique, c'est que nous avons un certain nombre d'ensembles scolaires. Dans ces ensembles scolaires, il y a le premier degré, le second degré, le premier degré qui peut être décliné maternelle élémentaire, le second degré qui peut être décliné collège, lycée, voire lycée professionnel, et qu'il est important que les chefs d'établissement puissent chacun donc mener à bien leur mission de chef d'établissement, donc en fonction du degré d'enseignement qu'ils dirigent, tout en travaillant en collaboration
pour l'établissement. Donc nous avons ce qu'on appelle des comités de direction dans lesquels nous nous réunissons et où chaque chef d'établissement prend sa place pour l'élaboration d'un plan commun au service de l'institution qu'il dirige. Un aspect peut-être un petit peu redondant sur certains aspects, voilà, 2 personnes qui ont été choisies de manière tout à fait, j'allais dire, simple et directe, mais je sais guère faire autrement. À titre personnel, mais j'avais qu'à le faire, hein, je regrette peut-être que dans les 2 types d'établissements, les chefs d'établissement, c'est assez typé. Hein. On a typé au sens, ce sont quand même des boutiques importantes, et je ne suis pas sûr que chaque directrice de primaire ait un beau tableau comme ça derrière, un bien organisé, je ne sais pas s'il est Hermès, le foulard ou autre, mais voilà, il y a une diversité qui est un petit peu plus grande, mais bon, c'est comme ça que ça a été retenu, et sans doute, vous-même, par votre pratique de visite, d'inspection ou autre, vous pouvez voir des choses différentes, rurales, urbains, suivant les régions, etc. Je reviens juste sur le dernier propos de la collègue, là, quand elle parle de fonctionnement dans l'ensemble scolaire, elle n'emploie pas le mot, mais voilà, c'est ce qui existe, et donc existe et est créé dans l'enseignement catholique ce qu'on appelle des protocoles de coordination ou des protocoles de coopération entre chefs d'établissement de la même institution, d'accord, qui permettent de savoir qui fait quoi, et il y a souvent, alors ça a été retravaillé ces dernières années, mais un pilote qui a une responsabilité plus de coordination. Très longtemps, les pilotes étaient de tradition chez l'établissement du second degré par rapport à celui du premier degré, mais ça bouge, ça peut bouger aussi suivant l'ancienneté, l'implantation, etc. Mais voilà, il existe donc dans chaque structure qui a plusieurs établissements académiques un protocole de coordination ou de coopération que l'on revoit avec la tutelle de temps en temps, notamment à l'occasion du changement d'un des chefs d'établissement pour veiller à la bonne structuration et que les gens soient bien à leur place au service de l'institution. Donc le chef d'établissement, je reprends un peu ce qui a été dit en le synthétisant, il est, ou des choses qui n'ont peut-être pas été dites, il est nommé et évalué par l'autorité de tutelle, que je vous ai expliqué tout à l'heure, congrégation ou diocèse. Évalué par ce qu'on appelle l'entretien triennal, tous les 3 ans, un entretien qui, je dirais, s'approche de l'entretien professionnel, tous les 3 ans, qui est effectué par son autorité de tutelle, soit diocésaine, soit congréganiste, qui permet de faire le point sur sa vie, son action de chef d'établissement, souvent par rapport à ce qu'on appelle la lettre de mission, c'est-à-dire quand un chef d'établissement est nommé, il reçoit une lettre de mission. Pour faire simple, je dirais une feuille de route, mais c'est vraiment simple, et par rapport à l'établissement, aux points importants sur les relations, les bâtiments, le développement, l'attention à l'environnement, etc. Et donc, cette lettre de mission sert de base à cet entretien triennal. Et parfois, d'ailleurs, après l'entretien triennal, on peut réajuster la lettre de mission éventuellement. Donc, c'est bien la tutelle qui évalue et qui, à l'issue de cet entretien triennal, attribue, gratifie d'un certain nombre de points d'augmentation le chef d'établissement qui a ainsi vécu cette visite. Il est salarié donc d'une association loi 1901 de gestion, donc l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, c'est-à-dire qu'il est nommé par la tutelle, mais la tutelle, l'établissement a une structure juridique. Donc il est certes nommé par la tutelle, mais le support juridique à son installation et son métier, et son salaire, passe par l'OGEC. Donc il est indispensable, quand on nomme un chef d'établissement, qu'il y ait un lien, un dialogue avec l'OGEC. On ne peut pas nommer quelqu'un et dire, voilà, signez là, c'est X 1000 € par mois. Ce n'est pas possible. Mais contrairement parfois aux idées reçues, l'OGEC n'est pas l'employeur au sens strict qu'on peut entendre un employeur d'un chef d'établissement. L'OGEC est la structure juridique qui permet d'employer un chef d'établissement. D'accord ? Donc, mais c'est évident que ça exige, il y a différentes formes possibles, un dialogue, un échange entre la tutelle et l'organisme de gestion. Et il est reconnu par l'autorité académique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait, les diplômes nécessaires pour enseigner au niveau d'études demandées. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a un dossier à compléter, notamment sur la question juridique, c'est-à-dire avec l'extrait de casier judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a une enquête, entre guillemets, qui est menée sur la personne pour qu'elle soit aussi autorisée à prendre en charge cette mission au niveau du rectorat. Donc, il porte la responsabilité
académique, éducative et pédagogique de l'établissement. Il y a un article du statut qui le dit fort bien. Je vais le retrouver tout de suite. Voilà, je l'avais, puisque c'est l'article 143. Et vous allez voir, la formulation n'est pas neutre, avec la responsabilité pastorale que lui confère la lettre de mission. Donc on commence bien par ça. Pourquoi? C'était le rapport, c'est d'abord une mission chez l'établissement d'église, donc c'est avec la responsabilité pastorale que lui confère sa lettre de mission. Le chef d'établissement a la charge éducative, pédagogique, administrative et matérielle de l'établissement. Donc 5 champs, le pastoral, l'éducatif, le pédagogique, l'administratif et le matériel. Il a une délégation d'employeurs sur les personnels de droit privé. Ça, c'est le président d'OGEC qui lui donne, par un document très, très précis et très cadré, la responsabilité d'employeur au quotidien sur le personnel. Ça passe notamment, alors pas sur toutes les embauches, mais sur un certain nombre d'embauches, et puis aussi sur tout ce qui est les entretiens professionnels, par exemple. Organise l'activité des enseignants et participe à leur évaluation via le PPCR, désormais avec vous, enfin avec un certain nombre d'entre vous. Et inscrit les élèves et est l'interlocuteur de l'unique association de parents d'élèves, les appels. Effectivement, il inscrit les élèves, ça a été évoqué. Ça, c'est un élément important puisque les familles font la démarche et donc il les reçoit, leur présente l'établissement, écoute aussi leurs demandes, leurs désirs, voilà, le pourquoi de cette démarche. Et cet entretien doit c'est obligatoire par le chef d'établissement. Ou alors, si c'est un très gros établissement, par un adjoint, un délégué, mais qui a reçu une délégation express. C'est-à-dire que c'est un moment très important. Un chef d'établissement qui a un rendez-vous à 17h15 ne peut pas dire « Oh, zut, j'ai golf ou j'ai macramé, tiens, Joseph, fais-nous inscription ». Ça, c'est pas possible. Enfin, s'il le fait, c'est condamnable, regrettable. Enfin, condamnable, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment important que ce soit le chef d'établissement qui reçoive la famille, quel que soit le niveau. Ou alors, je vous dis, dans des très gros établissements, quelqu'un délégué, qualité pour le faire. Je dirais également qu'il est responsable du plan de formation des personnels de son établissement, que ce soit les personnels enseignants donc sur l'année scolaire ou les personnels de droit privé sur l'année civile, sachant, parce que j'avais des petites questions préalables, donc j'en profite tout de suite pour en parler, que dans l'enseignement catholique, la formation relève d'un organisme qui s'appelle Formiris, qui est un organisme national, qui s'appelait autrefois l'UNAPEC ou l'ARPEC, mais qui fonctionne beaucoup de manière territoriale. C'est-à-dire qu'il y a un budget qui est donné par l'État à Formiris, et après qui est redistribué par territoire, prorata, des élèves, etc. Donc chaque territoire a une assez grande autonomie en fonction de ses réalités, de ses projets particuliers, de plans spécifiques, pour abonder aux demandes des chefs d'établissement avec différents types de formations, en intra, en inter, c'est-à-dire en intra dans l'établissement, autrement, alors c'est souvent dispensé par les organismes de formation qu'on appelle des ISFEC de l'enseignement catholique. Voilà comment ça fonctionne. Et puis, pour les personnels de droit privé, ça passe, autrefois c'était Opcalia, par Acto, ACTO, qui est la source de financement, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes fonctions, la même manière de fonctionner, pardon. Mais il arrive parfois qu'on regroupe des catégories de personnel, les uns qui dépendent de Formiris, les autres qui dépendent d'employeurs privés. Par exemple, ASEM, parce qu'on enlève le T puisqu'ils ne sont pas territoriales chez nous, ASEM, enseignante de maternelle, ou personnel de vie scolaire et prof. Et dans ce cas-là, on peut avoir un double financement au prorata du nombre des personnes dépendant de l'une ou de l'autre structure. Ils sont également associés à ce qu'on appelle le préaccord, c'est-à-dire, j'ai aussi une question là-dessus, c'est-à-dire que les personnels, alors, soit les suppléants, soit les gens qui veulent passer le concours, passent ce qu'on appelle le préaccord, c'est-à-dire à côté de leur certification qu'ils vont obtenir par concours, il y a un dispositif qui permet de voir leur motivation pour enseigner dans l'enseignement catholique. Et ça passe par des jurys, par un fonctionnement qui est assez établi, par diocèse et par région, où les chefs d'établissement constituent les jurys. Les jurys ne sont pas constitués par des gens des directions diocésaines ou des chargés de mission, elles sont constituées par les chefs d'établissement. D'accord ? Et dernière chose sur le chef d'établissement, celui-ci peut aussi avoir des heures de cours, suivant la taille de l'établissement. C'est aussi une raison parfois économique, mais plus l'établissement est petit, plus
eh bien, il a des heures de cours, 3 heures, 6 heures, ça peut même parfois aller jusqu'à 12, hein, dans des tout petits établissements de moins de 150 élèves, par exemple. Je parle bien sûr en secondaire. Alors, dans l'enseignement catholique, il y a une structure qui n'existe pas dans l'enseignement public, et parfois on a, c'est tout à fait naturel, tendance à non pas à confondre, mais parce que le mot conseil est le même, hein, conseil d'établissement et conseil d'administration ou conseil d'école. C'est 2 choses différentes. Le conseil d'établissement, c'est une structure propre à l'enseignement catholique qui est normalement obligatoire dans chaque établissement. Hein, c'est dans le statut, donc j'ai mis quelques articles du statut, qui disent « Tout établissement catholique d'enseignement se dote d'un conseil d'établissement. Il est présidé par le chef d'établissement. » Donc on renforce là l'aspect pilote, hein, comme disait la collègue de l'établissement. La tutelle y est présente de droit, donc soit directeur national ou son représentant ou tutelle congréganiste. Il est composé de tous les représentants de la communauté éducative, personnel, enseignants et salariés de l'organisme de gestion, organisation propriétaire, animateurs en pastoral, équipe d'encadrement et de direction, anciens élèves, prêtres, etc. Hein, c'est-à-dire, j'oserais cette comparaison, le parlement, si vous voulez, de l'établissement, où tout le monde va venir exprimer l'avis, mais pas son avis propre, l'avis du groupe dont il est le représentant. D'accord ? Il constitue un lieu privilégié de rencontre, de partage et de concertation entre tous les membres de la communauté éducative à laquelle il contribue à donner sa cohérence. Parce qu'autrement, le risque, ça serait effectivement que chacun soit dans son domaine. L'OGEC, la gestion, les bâtiments. Hein, les anciens élèves, la renommée de l'établissement. Les élèves, plus de liberté. Vous voyez, enfin, je caricature à peine. Hein, mais donc, c'est le lieu voilà, d'un dialogue possible. Et enfin, le conseil d'établissement constitue une structure essentielle d'aide au chef d'établissement. Ce n'est pas une structure décisionnelle. Hein, c'est pas une structure, donc très différent d'un CA, hein, mais ça constitue un lieu d'aide, d'appui, d'éclairage au chef d'établissement qui a pour mission d'assurer l'unité de la communauté éducative, donc le terme communauté revient, et de coordonner les projets et les inscrire dans les orientations qui lui ont été données par son autorité de tutelle. Donc vous voyez là, si j'ose dire, la boucle est bouclée, il a des orientations de l'autorité de tutelle, mais qui sont aussi nourries, éclairées par sa communauté. Hein. Donc tout ça, ça me permet d'aborder un vocabulaire, vous l'avez déjà entendu. Communauté éducative, c'est beaucoup plus large que l'équipe éducative, c'est l'ensemble des personnes qui, de manière plus régulière ou moins régulière, travaillent, vivent, nourrissent l'établissement. Et dans ce petit paragraphe, j'ai évoqué l'organisme propriétaire. Donc je fais aussi un petit éclairage parce que dans vos temps en établissement, c'est peut-être quelque chose qui peut venir en échange. Donc vous l'avez bien compris, vous le savez, le contrat d'association couvre donc le salaire des enseignants et ce qu'on appelle le forfait, c'est-à-dire le fonctionnement d'un établissement par tête d'élève au prorata en comparaison de ce qui se fait pour un élève de l'enseignement public de même catégorie, école, collège, lycée, suivant les collectivités territoriales dont dépendent ces établissements, donc par élève pour tout ce qui est pédagogie, fourniture, fluide, etc. Par contre, 2 choses ne peuvent pas être dans ce budget État ou collectivité, c'est tout ce qui concerne les activités liées au caractère propre de catéchèse ou de pastoral, ou tout ce qui concerne les bâtiments. Et c'est ces 2 éléments qui font qu'il y a un appel à cotisation des familles. Au sens strict, il peut y avoir parfois des... Mais si on prend vraiment les textes, les familles, dans leur contribution, on est bien d'ailleurs une contribution familiale, ce sont 1 pour les bâtiments, 2 pour les questions autour de la pastorale. Je ne vous cache pas que le point 1 est plus important que le point 2 dans un budget d'établissement. Pourquoi ? Puisque effectivement, l'État, c'est comme tout propriétaire, ne peut pas abonder financièrement un bâtiment qui ne lui appartient pas, pour l'améliorer, etc. Donc, ce sont dans la plupart des cas des associations propriétaires. Maintenant, je parle sous contrôle de Jean-Claude, mais la tendance est à plutôt regrouper les associations au niveau diocésain, voire interdiocésain. Mais historiquement, il y avait beaucoup d'associations locales, puisque je vous ai dit que les écoles s'étaient créées souvent à la demande de familles, d'un prêtre, etc. Donc des associations locales, souvent ces derniers temps un peu moribondes, parce que voilà, il y avait un président, mais il se réunissait tous les 10 ou 12 ans. Et puis dans ma région, par exemple, qui était aussi propriétaire d'autres lieux un peu en désuétude, le cinéma paroissial, par exemple, le jeu de boules, des choses comme ça. Donc il a fallu voilà, un peu faire le tri dans tout ça. Donc maintenant, ce sont beaucoup d'associations diocésaines. On trouve encore des associations locales. On trouve encore des personnes physiques particulières.
dans l'Ouest, nous avions, alors pas légion, mais un certain nombre de châtelains locaux qui avaient créé l'école. Donc il y a toujours des écoles qui sont proches des châteaux, mais il faut savoir maintenant que l'arrière-arrière-petit-neveu de la grande-tante qui avait créé cette école catholique ont plutôt envie de se débarrasser de l'école catholique en question pour pouvoir bénéficier de l'argent qui reste éventuellement pour autre chose. Hein. Donc ceci une autre négociation. Et puis, il y a un cas de figure qui existe aussi, des bâtiments communaux. Hein. C'est possible que des communes, mais dans ce cas-là, qui doivent être loués, ça existe un petit peu dans l'Ouest, je ne sais pas si c'est ici, mais dans l'Ouest, qui doivent être loués au prix du marché. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas de... Mais ça arrive parfois qu'il y a eu, c'est dans l'histoire, c'est-à-dire quand les communes ont été obligées de créer des écoles publiques entre 1880 et 1900, à ce moment-là, certaines communes étaient beaucoup plus favorables à l'enseignement privé. Il faut bien se dire qu'on était vraiment dans la guerre des écoles à ce moment-là. Et donc, du coup, certaines communes ont acheté un bâtiment pour permettre aux religieux et aux religieuses d'y enseigner. Donc, historiquement, ça appartient à les mêmes. Mais il faut que les choses soient claires. Voilà pour le conseil, pardon. Alors, quelques petits éclairages là très, très rapides, plutôt référence, mais je pense que c'est aussi équilibré dans ce que l'on dit, c'est-à-dire que dit la loi, le texte, notamment issu du Code de l'éducation. La loi dit que l'établissement, alors je vous passerai les titres, les numéros, l'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, y ont accès. Donc ça, c'est fondamental. Hein. À la fois, l'enseignement y est donné dans le respect de la liberté de conscience, et donc tous peuvent y venir, en absolu. Après, bien sûr, on peut débattre, la question du coût, mais je vous ai expliqué le pourquoi, peut être un frein, etc. Mais sur je dirais sur le fond, sur le sens, il n'y a pas d'exclusive dans l'accueil des élèves d'un établissement catholique. Et du coup, je vous lis juste ce petit extrait par rapport justement au caractère propre que je préfère appeler proposition éducative spécifique. C'est l'article 18, donc un des premiers du statut, qui dit « La proposition éducative spécifique de l'école catholique possède ainsi en elle-même une dimension pastorale en tant que mise en œuvre de la mission ecclésiale au service d'une société de justice et de paix. Cette proposition éducative qualifiée s'exprime dans le projet éducatif de chaque école. Elle constitue ce que la loi désigne comme le caractère propre. » On lui explique le caractère propre, mais l'idée, c'est bien d'être au service d'une société de justice et de paix. Donc moi, je dis souvent, parce que j'ai une quarantaine d'années de parcours dans l'enseignement, et j'ai travaillé souvent avec des inspecteurs, des collègues, chefs d'établissement, etc. Et je dis très souvent, bien les images, que nous n'avons peut-être pas la même source, mais nous avons la même nappe phréatique. La nappe phréatique, c'est le service de l'autre, le service de la dignité de la personne et le service de la communauté qu'on appelle État. Voilà, je ne m'arrête pas là-dessus, mais voilà, je vais dire ça. Autre aspect, les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaire, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique spécifique. Donc ça fait partie des devoirs de l'enseignement catholique. Le chef d'établissement assure la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Donc ça vient, si vous voulez, corroborer ce que disent les textes du statut, mais du côté de la loi. L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie qui prend l'avis du chef d'établissement. Eh bien, c'est la question des enseignants et des programmes qui doivent être effectivement alignés, les mêmes que l'enseignement public, et effectivement aussi les diplômes qui doivent être les mêmes ou équivalents que ceux des collègues de l'enseignement public. Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et des programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privé sous contrat. C'est un petit peu dit par Jérémy tout à l'heure sur les formations, c'est-à-dire les établissements d'enseignement catholique ne créent pas une section ou une option comme ça parce qu'ils ont envie de le faire. Eh bien, ça rentre dans un cadre global, d'abord au niveau de l'enseignement catholique par des négociations sous l'égide soit d'un directeur diocésain, soit de plusieurs directeurs diocésains au niveau d'une région pour savoir quel établissement va demander la création de telle section, de telle... Et puis après, eh bien, ça passe au niveau rectoral dans des négociations par rapport à des moyens qui sont donnés et par rapport aussi à un respect d'un équilibre. Et on ne va pas mettre deux établissements privés et publics faire la formation à SSP, par exemple, le bac à SSP,
voilà, s'ils sont à 5 km l'un de l'autre, alors que dans le département, eh bien, on pourrait avoir une structure à 80 km les uns de l'autre qui permettrait d'accueillir de manière complémentaire des élèves souhaitant faire cette section, si vous voulez. Alors, j'ai parlé un peu de la formation, mais je dis ce que dit le texte dessus. Hein. Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'État au même niveau et dans les mêmes limites que ceux retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Hein. Principe de parité, comme pour les forfaits. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est presque fini. L'établissement en réseau, pourquoi ce petit temps? Parce qu'effectivement, on pourrait penser que l'établissement est sur son île, hein, au milieu d'un océan, et seul. Alors non, pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il ne le pourrait pas, et parce qu'il y a une vraie volonté aussi de travailler effectivement en réseau, hein, à la fois pour partager les savoir-faire, et puis pour proposer aussi aux familles et aux élèves quelque chose de différencié et de complémentaire. Alors, dans le statut, il y a ce petit document qui montre bien l'idée, hein, des promoteurs de ce document, et ce à quoi aussi on croit. Comme on dit en sociologie, en fait, il y a deux versants. Hein. Il y a le versant de l'institué et le versant de l'instituant. Alors, si on prend le versant vertical, c'est celui de l'institué, c'est-à-dire la structure, ce qui existe. Donc, en face, vous avez la reconnaissance des autorités légitimes. L'évêque, le responsable de congrégation, le directeur diocésain, etc. Donc, voilà, il y a une structure qui est là et on reconnaît l'autorité des personnes qui représentent ces structures. Et puis, il y a une institution qui confie une mission. Le mot de mission est revenu plusieurs fois dans mon propos. Hein. Le directeur du Sénat reçoit une mission, le délégué tutelle reçoit une mission, le chef d'établissement reçoit une mission, etc. Donc, cette notion de mission. Et puis, sur l'horizontale, on a le versant participation et collaboration. Parce que ça serait une coquille vide, l'institué, si tout le monde était sur le petit doigt sur la couture du pantalon, et puis on fait comme on fait nos grands-pères. Hein. Et là, eh bien, c'est tout ce qui est l'accueil, la sollicitation, la concertation au sein de la communauté des professionnels et des bénévoles. Hein, parce que les bénévoles ont aussi une place, j'ai évoqué tout à l'heure les membres d'organismes de gestion, d'appel, etc. Aussi les gens qui viennent pour l'AKT, pour les ateliers, etc. Donc c'est tout ce qui va être la vie et la place de l'associatif. Et là, cet axe-là, c'est la participation à la mission. Donc c'est dans un cadre, eh bien, des personnes qui viennent pour faire vivre, eh bien, cette institution. Alors, quelques mots rapides, ça va peut-être moins, mais peut-être c'est des mots qui vont venir d'abord peut-être dans les évaluations internes dont vous avez eu connaissance ou dans les dialogues que vous aurez dans l'évaluation externe. Hein. Si je prends, alors j'ai pu le faire dans l'autre sens, mais c'est peut-être aussi un peu volontaire, c'est-à-dire que l'enseignement catholique, si on lit l'organigramme, il se lit plutôt du bas, excusez-moi pour le bas, c'est-à-dire de l'établissement vers la structure nationale. Il n'est pas pyramidal, puisqu'il ne se lit pas du haut vers le bas. Hein. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des consignes qui viennent, entre guillemets, du haut vers le bas, mais sur le plan du fond. Donc d'abord, l'établissement, donc tutelle, vous l'avez compris, pas d'établissement sans tutelle, pas d'établissement sans OGEC, hein, organisme de gestion, et pas d'établissement a priori sans appel, mais c'est la seule structure reconnue, quelle que soit la taille de l'école. Et l'établissement, il vit dans un réseau. Alors il vit dans un réseau diocésain. Réseau diocésain qui sont constitués par les directions diocésaines de l'enseignement catholique, hein, des DEC. N'oubliez pas le C, parce que parfois, ça m'arrivait d'aller à des inaugurations ou autres, où le brave président d'OGEC, le C n'avait pas trop compris, et il m'appelait monsieur l'adjoint au directeur départemental de l'équipement, hein, ce qui n'était pas tout à fait mon cas. Mais voilà, donc direction diocésaine de l'enseignement catholique, donc représentée par un directeur diocésain nommé par l'évêque, et puis, suivant la taille de la direction diocésaine, par un certain nombre de personnels. Hein, alors ça peut aller de 2 ou 3 dans les tout petits decks jusqu'à 60, 70 dans des directions importantes, hein, comme Nantes, Rennes, Lille, etc. Hein. Donc la direction diocésaine, mais qui est au service des établissements, mais qui aussi fédère les établissements d'un même diocèse. Et comme il y a un conseil d'établissement dans un établissement, il y a pour un diocèse un CODIEC, c'est la même structure, j'allais dire, comité départemental, diocésain, pardon, à force d'avoir dit DDE, j'ai fait une bêtise, diocésain de l'enseignement catholique, comité diocésain de l'enseignement catholique. Donc qui est, excusez-moi aussi l'expression, le Parlement, c'est-à-dire le lieu où s'expriment les avis et autres pour guider le directeur général. Et c'est là aussi où se prennent des décisions assez importantes, mais
ce n'est pas le code IEC qui les prend, mais il va donner son accord pour que soit fait une réflexion haute sur, par exemple, l'ouverture d'un établissement scolaire, la fermeture d'un établissement scolaire, le lancement d'un projet spécifique lié au diocèse. Hein. Ça, c'est le code IEC. Au niveau régional, on va trouver le CAEC, donc le comité académique de l'enseignement catholique, ou encore parfois on parle de CREC, comité régional de l'enseignement catholique, donc même fonction, j'allais dire, au niveau régional. Donc le niveau régional a été historiquement le plus difficile à structurer. Maintenant, ça va. Pourquoi? C'est parce que le niveau national, il s'est créé assez vite parce qu'il fallait bien un interlocuteur pour l'État. Niveau régional, c'est plutôt, ça a été plus long pour deux raisons. D'abord parce que les lois de décentralisation, c'est les années 82, 84, etc. Donc c'est assez récent, hein, déjà au niveau de l'État. Et puis de l'autre côté, le responsable de l'enseignement catholique d'un diocèse, c'est l'évêque. Mais chaque évêque est maître dans son précaré, et il n'y a pas de chef des évêques régionaux. Hein. Il y a voilà, des régions, hein, mais il n'y a pas de chef. C'est compliqué d'avoir un chef chez les évêques. Donc il a fallu voilà, une organisation plutôt collaborative au niveau régional. Et puis au niveau national, on a le CNEC, le Comité national de l'enseignement catholique, pareil, qui regroupe des représentants de toutes les structures de l'enseignement catholique pour syndicats, organisation de chefs organisation professionnelle de chefs d'établissement, qu'on appelle plus syndicat, UXEL, enfin, etc. Hein. Mais ça, c'est au niveau national. Alors, voilà, sachez que de toute façon, quand ça finit par EC, soit c'est l'enseignement catholique, soit c'est breton. Hein, et parfois, c'est même les deux ensemble. Hein, comme ça, vous vous rappellerez facilement. Alors, l'établissement dans son territoire, eh bien, là aussi, il est en réseau. D'abord, il est en réseau avec la paroisse, puisque, vous avez bien compris, la mission d'église du chef d'établissement. Donc, il y a un lien avec la paroisse. Donc, pour les plus jeunes, la question de la catéchèse ou autre, qui se vit en lien avec la paroisse. Et puis, à partir du collège, chaque établissement reçoit un prêtre référent. Ça ne veut pas dire qu'il est là toujours, mais un prêtre référent pour l'établissement, de façon à encourager, guider, être questionné sur toutes les questions pastorales qui se vivent dans l'établissement. Le diocèse, alors le diocèse, j'ai parlé de direction diocésaine, mais aussi le diocèse église, comment, et c'est bien sûr ce qui se fait dans la majorité des cas, comment les orientations du diocèse rejoignent ou sont rejointes par les orientations de l'enseignement catholique diocésain. Comment ça fonctionne ensemble, comment c'est cohérent, si vous voulez. Le rectorat, qui est un partenaire voilà, incontournable de l'enseignement catholique, que ce soit de l'établissement ou d'un diocèse. Les collectivités territoriales, alors en particulier depuis les lois de décentralisation, puisque vous savez que la commune pour l'école, le conseil départemental pour le collège et la région pour le lycée sont donc les interlocuteurs privilégiés et également les financeurs. Donc il y a des liens. Et puis tous les différents partenaires, alors professionnels, tout particulièrement dans les lycées professionnels bien sûr, mais pas que, associatifs. Il y a aussi beaucoup de liens avec voilà, du local. Tout à l'heure, la collègue l'a évoqué que le mercredi, son établissement était ouvert pour une sorte de centre de loisirs dans lequel venaient travailler des associations locales. Et voilà, on peut avoir ce genre de cas de figure ou d'autres aussi, des liens avec un club sportif, par exemple, un des établissements que j'accompagne, eh bien, a créé un temps aménagé pour des élèves qui souhaitent faire plus d'heures de rugby, animés par le club de rugby local. Le vendredi après-midi, il y a 2 heures, à horaire aménagé, et animé en la présence d'un prof, mais par un animateur du club de rugby local. Là, je vais terminer la boucle, entre guillemets, par des choses que vous connaissez, mais c'est important de se les redire. Donc l'évaluation est des choses qu'on dit aussi au chef d'établissement, puisque cette notion d'évaluation, voilà, elle a été plus ou moins bien reçue quand on parle d'évaluation. Donc il y a tout un travail aussi pédagogique d'explication qui est nécessaire. Donc l'auto-évaluation et l'évaluation externe se réfèrent au contrat d'association avec l'État. Donc ça fait partie, j'allais dire, non pas de nos gènes, mais de ce que l'on doit tout à fait intégrer, qui à la fois reconnaît le caractère propre et leur projet éducatif spécifique, je l'ai dit, parce que ces établissements contribuent au service public d'éducation de manière singulière, que chacun a un projet d'établissement, mais qui est une déclinaison du projet éducatif, projet éducatif donc enraciné dans l'histoire de l'établissement, mais qui se traduit par quelque chose de plus concret tous les 3 ou 5 ans. Et il n'existe pas dans l'enseignement privé de contrat d'objectif, ni de contrat de fonctionnement avec la collectivité territoriale. Ce qui n'empêche pas que l'établissement peut se donner des objectifs, mais il n'y a pas de contrat au sens strict du terme.
Les instances, alors quelques spécificités que je reprends rapidement. Les instances propres au réseau de l'enseignement privé catholique sont sous la responsabilité du chef d'établissement, donc pas de conseil d'administration au sens de ce qui existe dans les établissements publics, hein, mais il y a un conseil d'établissement. Et par contre, rappelez-vous tout à l'heure au début de mon propos, le droit social s'applique aux établissements privés entièrement. Il y a des structures du type CSE, un comité social et économique, hein, les ex-EDP, etc., de la même manière. Il y a des instances propres à l'organisme de gestion. Hein. Donc l'organisme de gestion, eh bien, comme toute association, a une AG, un CA, un bureau. Il faut savoir que le chef d'établissement y est invité, mais il n'a pas voix délibérative. Hein, il a voix consultative. Mais par contre, un OGEC ne peut pas délibérer s'il n'a pas invité le chef d'établissement. Hein, donc le chef d'établissement, en général, est présent. Et alors, ça existe de moins en moins maintenant que les salaires sont vus au niveau plutôt diocésain ou autre, mais devait sortir quand il y avait une discussion sur son cas particulier. Hein. Mais tout début, quand j'étais tout jeune et sans cheveux blancs, j'étais directeur d'une petite école, d'une école, et je devais sortir pendant à peu près 1 heure quand l'OGEC discutait de combien je devais payer mon chauffage, puisque j'habitais une maison de fonction. Hein, voilà, je ne ferais peut-être pas ça aujourd'hui, 35 ans après, mais voilà, à l'époque, je l'accueillais. Hein. Des instances pédagogiques organisées par le chef d'établissement, donc elles peuvent avoir les mêmes noms que dans l'enseignement public ou d'autres noms, hein, conseil pédagogique, etc. Voilà, il y a des organisations internes. Hein. Une communauté éducative, je pense aussi au conseil de discipline. Hein, donc le conseil de discipline existe hein, dans l'enseignement catholique, par référence à ce qui existe dans l'enseignement public, mais il peut y avoir une forme qui peut être différente dans, par exemple, les parents présents. Ce ne sera pas forcément des parents délégués, ça peut être des parents de l'appel ou autre, mais la structure existe. Hein. Une communauté éducative, donc le mot communauté qui est plus large que l'équipe, puisqu'elle est composée des enseignants, des élèves, des parents d'élèves, des personnels de droit privé et des bénévoles, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, je dis tout à l'heure, une spécificité sans doute à prendre en compte dans certaines de vos visites, l'ensemble scolaire, avec la question de la coordination. Hein. Le rapport, eh bien sûr, il s'adapte à l'adaptation du guide voilà, aux spécificités des établissements. Je l'ai relu dans le train ce matin. Hein. Les membres de la communauté éducative et des instances que vous allez entendre eh bien, le seront en fonction aussi des caractéristiques propres de l'établissement que vous allez découvrir ou vous avez déjà découvert par l'évaluation interne. Hein. Et puis, les recommandations que vous pourrez faire sur le plan stratégique et le plan de formation portent uniquement sur les champs relevant du contrat d'association avec l'État, avec, je l'ai dit tout à l'heure, cette question du cadre de vie, enfin du cadre de vie scolaire, ou eh bien, qui est aussi transversal. Donc, pour moi, avec peut-être des précautions de vocabulaire, mais il fait partie de la vie de l'établissement, donc il y a un regard qui peut être porté sur cette question-là. Hein. Et la démarche eh bien, va conduire à nourrir le projet d'établissement, toujours pareil, nourri par le cadre du projet éducatif spécifique. Voilà, donc tous les éléments que j'ai pu vous partager, que ce soit les 2 petits films à des collègues, hein, si vous voulez creuser un peu les statuts types de l'OGEC, le statut du chef d'établissement, une plaquette qui avait été faite à destination surtout des pouvoirs publics, mais qui peut être, voilà, qui s'appelle l'enseignement catholique ouvert à tous, qui est assez bien fait, assez simple par rapport à ça. Hein. Et puis, vous trouvez tous ces documents dans le dernier site qui est noté en bleu, mais vous aurez le diaporama que j'ai laissé à M. Velten, donc vous pourrez tout à fait creuser.